J'ai en face de moi Thomas Croisière et Sébastien Aucher, qui sont très impliqués dans ce festival puisqu'ils sont présidents et membres du jury pour la partie court-métrage. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Mais déjà, je suis membre honoraire de la radio du cinéma et ça, c'est pas une mince affaire. Voilà qui est c'est une décoration qui m'a été remise à Saint-Étienne et j'en suis très fier et je la porte toujours sur mon veston quand je porte un veston. Et sinon, je suis donc Thomas Croisière, un humoriste. Donc, je suis pas le plus drôle de ma génération, mais j'aime avec humeur faire des chroniques qui parlent très souvent de cinéma, très souvent de musique. Et donc, c'était très logiquement que je me retrouvais dans cette 10e édition du Festival de la Baule. Eh bien, je suis distributeur de films, également producteur et auteur au sein de ma société Programme Store. Mon activité consiste à faire l'acquisition des droits des films étrangers afin de les distribuer en France. Et vous pouvez les retrouver aussi bien en salle, en télévision ou sur les différentes plateformes de streaming. Je pense que le point de départ est tout d'abord la passion pour le cinéma, l'envie de faire partie de ce milieu. Et donc, tout naturellement, j'avais des goûts cinématographiques prononcés pour le genre. Et je trouvais que le genre était peu représenté en France. Et donc j'ai décidé de faire l'acquisition. Mes premières acquisitions il y a 15 ans étaient des films de genre très particuliers, notamment un des 4 films avec Michael Jackson, ou des films de requins complètement idiots, des requins pieuvres, des requins des neiges, des requins de piscine, enfin des requins improbables. Et rapidement, cette identité, au sein des différents festivals, a permis à la société d'exister. Et entre guillemets, ça vous a donné une identité. Ça m'a donné une identité. J'avais comme modèle Roger Corman aux États-Unis, avec qui je travaillais très régulièrement, qui m'inspirait énormément. Et de fil en aiguille, on a continué de faire des acquisitions, on a coproduit des films. Et on est monté en gamme, allant de films nommés aux Oscars, en passant par les Razzie Awards en même temps. Merci Thomas Croisière. Donc vous, je crois que vous avez eu un parcours de producteur, peut-être que vous pouvez développer très rapidement. Déjà, à la base, moi je suis un passionné de cinéma, donc je regarde du cinéma depuis toujours. Ça a commencé avec mes parents, c'était le film du dimanche soir sur TF1 qui débutait avec cette musique de Vladimir Cosma. Puis après, une musique d'Earth, Wind and Fire. Et donc j'ai aimé ça et donc très tôt, je me suis intéressé au cinéma. Fut un temps, j'ai voulu faire la Fémis, mais je pense que j'en avais pas le talent. Et donc je me suis retrouvé à travailler dans une chaîne comme Canal+. Et puis après, j'ai monté ma structure, j'ai commencé à développer des projets de long métrage. Le premier s'appelant Toute première fois, avec Pio Marmaille, Franck Gastambide et Camille Cotin. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Sébastien, avec qui on a débuté le développement d'un film qui est devenu Sous la scène, tous les deux. Et Sébastien, qu'on peut voir actuellement. Qu'on peut voir actuellement sur Netflix. Il y a déjà sûr. plus de 80 millions de visionnages dans le monde. Ce sont des chiffres fou. Jamais on aurait imaginé un tel succès. On en est très... Enfin, moi, j'en suis un peu dépassé. Je suis très content du succès, mais je trouve que c'est énorme et ça fait très plaisir. Et Sébastien, qui est un très bon partenaire pour travailler, en tout cas dans le domaine de la production, m'a très gentiment convié à faire partie de son jury. Et pour la première fois de notre vie, on vient de s'engueuler parce qu'on n'était pas du tout d'accord sur le prix du court-métrage. On était 5 à décider. Donc on a eu d'intenses négociations. Ça a duré 1h30 et c'était vraiment très plaisant parce qu'on a parlé de cinéma, on a parlé de technique, on a parlé de direction d'acteur, on a parlé de musique puisque c'est aussi un critère important, surtout au Festival de la Baule, pour finalement aboutir sur un seul élu parmi 6, et qu'est-ce que c'est difficile de faire ces choix-là. Et puis, les hasards de la vie, parce que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous, ont fait qu'en tant que producteur, j'ai contacté des gens de France Inter qui s'appellent Charline Van Hoonacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice, qui avaient une émission qui s'appelle La filière belge, et franc-comtoise, puisque Guillaume est franc-comtois, et je les appelais en tant que producteur parce qu'ils me faisaient rire à la radio. Ils avaient une émission qui s'appelait Si tu écoutes, j'annule tout, à l'époque, qui ensuite est devenue Par Jupiter, et un jour ils ont eu besoin d'un chroniqueur cinéma, et comme ils savaient que j'aimais le cinéma, ils m'ont proposé de le faire. Et donc je suis devenu chroniqueur sur France Inter de cinéma dans cette émission, et là je continue à parler de ma passion pour le cinéma. Ça fait 7-8 ans que cette histoire d'amour
continue, et ça a même amené un petit bébé qui est mon spectacle maintenant, qui parle aussi de cinéma, où la musique est aussi très présente, aussi bien que la musique de Francis Lay que celle de Vladimir Cosma, puisque je parle de musique de comédie française, et ce sont deux jalons importants. Francis Lay avec tous les films de Claude Lelouch, et Vladimir Cosma, bon alors là pour le coup ça va des films de Robert en passant par les films de Weber, les films de Zidi, les films de Houry. Donc voilà, je me retrouve à parler de tout ça avec joie et grand plaisir, à la fois sur scène, à la radio, et puis faire un peu de cinéma derrière pour faire vivre quelques œuvres et quelques talents. Bon, ce qui s'appelle un artiste complet, quoi. Pour revenir... Je ne saurais pas dire si je suis très nul aux claquettes. Ça, par exemple, c'est un truc que je ne sais pas faire. Et à la bagarre, je ne suis pas très fort. Ça va venir. Alors, pour revenir à ce fameux festival, donc il y a plusieurs compétitions officielles, et vous avez donc eu le privilège de juger donc les courts-métrages. Quels sont en fait finalement les critères sur lesquels on va entre guillemets un peu plus mettre l'accent et se formaliser pour juger ce type de cinéma-là? D'après moi, le premier critère, ce serait l'écriture du court-métrage. Ensuite, ses qualités techniques, la façon dont le film est filmé, dont il est éclairé, sa mise en scène, et puis le jeu des comédiens. J'oublierai pas la musique également, qui a son rôle à la Baule. Et c'est marrant, c'est là qu'on voit que Sébastien est un garçon beaucoup plus rationnel que moi, parce que moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est vraiment l'émotion. Parce que pour moi, le cinéma, c'est l'émotion grand écran. Et le court-métrage, c'est l'émotion grand écran, mais en plus court. Et donc, moi, la première chose qui m'intéresse, en tout cas, qui me capte dans une histoire, qu'elle dure 30 secondes, 2 minutes ou même 7 heures, tu vois, quand c'est le Napoléon d'Abel Gance, moi, c'est l'émotion. Et après, je post-rationalise ce que j'ai ressenti en me disant oui, effectivement, il y a de la maîtrise technique, oui, effectivement, parce que pour pouvoir véhiculer des émotions avec quelque chose qui est totalement artificiel, puisque ce sont des situations qu'on a tournées, des textes qu'on a donnés, qui sont projetés sur un écran. Voilà, je pense que moi d'abord il y a l'émotion, puis derrière il y a la technique. Et là c'est chouette parce que c'est un peu aussi une antichambre pour plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a des histoires qui méritent d'être des longs métrages, mais parfois il y a des idées qui méritent juste d'être un court métrage. Et dire juste un court métrage, c'est déjà énorme de faire des bonnes choses. Et comme pour des talents, quand on voit un film comme Jusqu'à la garde, qui était un film qui moi m'avait bouleversé, avant c'était un court métrage qui est devenu un long. Donc c'est une clé, une porte d'entrée, bien sûr, comme pour le bunker de la dernière rafale de Jeunet et Caro, qui les a amenés après sur Delicatessen, Amélie Poulain, etc., où là aussi, il y a un énorme travail sur la musique et sur le son. Donc voilà, on est très honorés parce que sur les 6 films qu'on a vus, et c'est là que ça a été le plus dur, c'est qu'il y a tellement de diversité, à la fois dans les narrations, à la fois dans la maîtrise de certaines choses techniques ou pas, et ne serait-ce que dans les durées de films. C'est-à-dire qu'il y avait un film très efficace de 40 secondes, comme il y en avait un de 15 minutes. Donc et à chaque fois... Il faut préciser, pardon, mais le court-métrage n'a pas de durée maximale et minimale. Enfin, maximale, on peut le dire, mais minimale, il n'y a pas de durée minimale. Il n'y a pas de durée minimale. En réalité, la charge émotionnelle, elle peut se véhiculer entre 1 et 15 minutes. On peut dire ça comme ça, bien ou 10 sûr, minutes. Mais pour moi, aujourd'hui, une story TikTok, c'est un court-métrage qui utilise notre média, bien sûr. À mon sens, il faut considérer un peu le court-métrage comme... un laboratoire, il n'y a pas de réelle économie du court-métrage. C'est-à-dire, le court-métrage, c'est un peu un investissement. C'est un investissement que peut faire un producteur. Carte de visite ? Oui, une carte de visite. Ça peut être une carte de visite pour un réalisateur ou pour une équipe, voire parfois pour des comédiens, pour des techniciens qui même parfois jouent le jeu de jouer gracieusement. Ça arrive très souvent. Et donc, cette économie-là est en fait une économie comme dans la télévision, on appellerait un petit peu un pilote. C'est-à-dire que, et même les prestataires, les loueurs de matériel, on avait des loueurs de matériel dans notre jury, qui s'appelle Transpa, aident cette économie pour plus tard. C'est un investissement pour les producteurs, pour les réalisateurs, pour les acteurs, pour les techniciens. Donc c'est vraiment un laboratoire. Et pour revenir à la créativité, comme d'habitude, on peut arriver à faire des longs métrages très créatifs, comme on peut arriver à faire des courts métrages très créatifs. Tout dépend de l'investissement et des forces vives qu'on arrive à fédérer. Ce côté laboratoire permet effectivement de découvrir des nouveaux talents. Je pense à Olivier Casas, par exemple, qui avait commencé avec un court-métrage et qui a fait Frères récemment, après Babyphone. Je pense à nombreux réalisateurs qu'on a découverts grâce à des courts-métrages. Et pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est de donner du sang neuf à notre industrie, que les films ne soient pas toujours aux mains des mêmes et qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent, des personnes qui sortent de nulle part et qui arrivent à faire des films.
et que l'époque de l'entre-soi ou du gâteau à se un peu partager révolue, est complètement révolue. Ça, c'est très important. Et surtout, ce que vous dites, que les plateformes ont ouvert également la possibilité à des nouveaux entrants de réaliser ou de produire des films. Et puis c'est pas vraiment le terme de l'entre-soi qui est pertinent, mais il y a une valeur dans notre industrie qui est ce qu'on appelle être bankable ou pas. Et donc effectivement, il y a des gens qui font leurs preuves dans des films. On se dit cette personne a fait un succès, on va lui donner un deuxième pass pour le succès. Mais en général, pour devenir bankable, on devient bankable du jour au lendemain après 10 ans de travail. Voilà. Donc le sujet, il est plutôt là. Et ce qui est bien, c'est que parfois, des gens bankable tendent la main à d'autres talents pour qu'on puisse continuer à nourrir cette industrie et ce vivier de talent qu'on a en France. Tu vois, quand on voit des films avec des ambitions comme Sous la Seine ou encore comme Le Comte de Monte Cristo qui sort cette semaine, il y a une vraie ambition de montrer un savoir-faire français. On a un cinéma fort, puissant, multitalent, à la fois devant, derrière. On parle beaucoup de musique de film sur la radio du cinéma. Pour le coup, il y a des compositeurs français absolument remarquables. Je ne vais pas vous faire les listes puisque vous les écoutez, mais un Alexandre Desplat est quand même un artiste phénoménal. Référence. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la musique est un acteur à part entière d'un point de vue émotionnel? Est-ce qu'on peut mettre ça véritablement en face d'un véritable acteur? Dans certains projets cinématographiques, en fait, est-ce que ça occupe une place telle que pour le coup ça en devient un personnage? Alors David, je sais que vous êtes dans la provocation et on va être parfaitement d'accord. On sait qu'un film, c'est 3 auteurs. C'est le scénariste ou les scénaristes pour les mots. C'est le réalisateur pour les images et c'est le compositeur. Et je vais vous dire que sans Bernard Herrmann, il n'y a pas d'Alfred Hitchcock. Sans Ennio Morricone, il n'y a pas de Sergio Leone. Et eux-mêmes en conviennent. Et sans Vladimir Cospa, il n'y a pas ou sans de John Weber. Williams, etc. Ou John Williams. Oui, mais bon, vous pouvez imaginer, il y a d'ailleurs sur Internet, vous pouvez aller voir ça, la scène de fin de l'épisode 4 de Star Wars sans la musique. Et c'est magnifique, c'est le moment où la princesse Leia va remettre à Luke Skywalker, Han Solo et Chewbacca une médaille parce qu'ils ont sauvé la rébellion. Et la même scène sans musique, ça s'appelle, vous tapez Star Wars Musicless, il n'y a rien, c'est juste drôle. Alors qu'avec la musique de John Williams, ça devient fabuleux. On ne peut pas imaginer Indiana Jones, on ne peut pas imaginer Jaws, tu vois, sans la musique, sans le... Et maintenant, quand on pense à un film de requin, avant de penser au requin, on pense à cette musique. Donc évidemment que la musique est partie intégrante, mais même essentielle. Et parfois, le choix de ne pas mettre de musique est lui-même un choix énorme. Tout à l'heure, on évoquait Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, il n'y a pas de musique. Il y a juste une musique achetée qui est importante dans l'histoire du film. Mais voilà, le choix de mettre de la musique ou pas de musique est fondamental dans la création du cinéma. Sans la musique, il n'y a pas de cinéma. Sébastien, vous voulez rebondir là-dessus? Je voulais rebondir sur le cinéma muet, dans lequel il n'y avait pas de parole, mais il y avait déjà de la musique. Et donc la musique faisait intégralement partie de l'œuvre. Et Charlie Chaplin qui composait ses musiques de films. À une certaine époque, c'était plus que de la musique. C'était finalement la carburation du film, en fait, quoi. Mais aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de Sans un bruit, dans lequel il n'y a ni parole ni musique, et d'avoir un film extrêmement réussi aussi. Donc la musique est un atout important, bien entendu, mais ne fait pas tout. Et après, moi, il y a une petite chose que je peux regretter de temps en temps, mais ça, c'est parce que je suis un vieux con, c'est que parfois, certains réalisateurs un peu paresseux préfèrent acheter des musiques de catalogue en se disant ça va faire cool de prendre un Rolling Stone parce que ça va faire un peu Martin Scorsese. Il faut juste savoir que quand Martin Scorsese choisit un Gimme Shelter ou des choses comme ça pour mettre dans Casino ou Les Affranchis, ou quand il prend Derek and the Dominos, c'est un choix très mesuré et c'est pas un choix par défaut. C'est-à-dire que quand il le prend parce qu'il veut dire quelque chose dans le film. Et parfois, chez certains réalisateurs, on peut se dire tiens, on va faire une playlist, tiens, on va faire une BO, tiens, on va monter des images là-dessus et ça va générer une émotion. Et donc c'est pour ça que je trouve toujours important, et moi quand je travaille sur un projet de cinéma et de long métrage, je réfléchis toujours au compositeur qui va accompagner le réalisateur. C'est fondamental.